Alors, Anne-Laure est ingénieure de recherche au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, qui est en fait un groupement, une constellation de divers organismes qui poursuivent des buts communs, la formation professionnelle, la recherche et de manière plus générale, la diffusion de la culture technique et scientifique. Et vous-même, alors plus personnellement, vous êtes, si j'ai bien compris, rattaché au musée des arts et métiers qui est à Paris, en plein centre de Paris. Et vous y êtes responsable des collections matériaux. Et vous avez proposé de faire un exposé Jalons pour une histoire du verre plat. Finalement, peut-être que pour certains d'entre nous, ce qu'elle va dire peut sembler évident, mais ça vaut peut-être malgré tout la peine, avant d'aborder les 3-4 exposés qui vont suivre, d'avoir un petit peu une mise à niveau pour qu'on parle bien de la même chose, qu'est-ce que verre par rapport à vitre et d'autres subtilités du langage. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. En effet, je vais revenir sur les éléments que et Stéphane Palaude et Catherine Thomas ont exposés ce matin, en espérant ne pas être trop redondante. Et me replacer déjà dans la temporalité du second 19e siècle, un moment où les emplois du verre dans l'architecture se font de plus en plus nombreux et où la gamme des produits disponibles s'élargit. Donc on va parler du plus ancien, du plus répandu, qui est le verre à vitre soufflée, mais on parle également des verres coulés, que ce soit de la glace ou des verres imprimés qui élargissent aussi peu à peu leurs usages. Et puis en fin de journée, une collègue parlera de la brique de verre et d'autres produits voilà, un peu spéciaux, mais qui sont également tout à fait mis à l'honneur par les architectes dès cette période et puis de plus en plus au XXe siècle. Alors, je ne reviens pas sur les matières premières du verre à vide, de la glace, qui sont les mêmes, mais les facteurs techniques et économiques distinguent vraiment ces deux industries. Et je voudrais insister sur cela. Alors, revenir d'abord sur la question du verre à vitre, un produit traditionnel qui dépend du souffle de l'homme. C'est le seul produit verrier poli au feu et directement transparent. Je ne suis pas dans le micro, pardon. Où la feuille est obtenue par le déroulement d'un cylindre de verre que l'on appelle manchon ou canon. Sous l'action du souffle de l'homme, une bulle de verre se forme, puis par celle de la gravité, l'apparaison est allongée et étirée. C'est ce que vous voyez sur l'illustration qui est tirée d'un ouvrage d'Henri d'Ancy. On atteint tout au long du siècle des dimensions de plus en plus grandes par de petits ajustements comme l'emploi de crochets qui soulagent les souffleurs du poids de la canne et de l'apparaison. Et une fois formé, le cylindre de verre est décaloté aux deux extrémités puis fendu sur la longueur. Il est placé dans un four à étendre que vous voyez ici, où il est déroulé à l'aide d'un polissoir en bois mouillé, puis d'autres systèmes plus mécanisés. La feuille de verre est enfin recuite pour éliminer les tensions internes. Et malgré tout ces efforts, on peut dire qu'il y a souvent des irrégularités ou des défauts. En effet, l'étendage du cylindre enlève un petit peu du poli naturel et surtout la différence de surface entre la face interne et la face externe du cylindre provoque un tiraillement et des effets d'ondulation de la feuille qui empêchent la vision parfaite. On a également différentes épaisseurs qui sont disponibles, verre simple, demi-double, double, voire verre triple, entre 1,5 et 4,5 mm d'épaisseur. En règle générale, plus les feuilles soufflées sont épaisses, plus leurs dimensions sont restreintes. Et puis je voulais vous montrer, ici quelques images de la verrerie de Saint-Just en France, vers Saint-Étienne, et puis des manchons de verre des collections du musée, dont le très long manchon que vous voyez en partie basse, qui provient des verriers manufactures de glace d'Aniche, qui est exposé à l'exposition universelle de 1889 et qui fait plus de 3 mètres de long. Donc on arrivait à des tailles assez extraordinaires.
Le deuxième produit de verre plat de notre catalogue, c'est donc la glace, qui est définitivement un produit de luxe. La coulée sur table, l'aminage du verre sont mis au point vers 1690 dans la glacerie de Tour-la-Ville en Normandie par Louis-Lucas de Neuhoux, qui reprend l'idée d'un verrier italien installé à Orléans, Bernard Perrault. Auparavant, on a des glaces soufflées et on va d'ailleurs en avoir encore pendant assez longtemps. Mais la mise en forme, elle se fait en 2 temps. Un coulage à chaud, c'est ce que vous voyez sur l'illustration derrière, puis le travail à froid. Et j'ai ici emprunté ces images à Turgan, voilà, avec juste après le déversement du pot que vous avez manipulé par des ouvriers et des crochets, on voit l'énorme rouleau métallique qui va venir écraser le verre pâteux. Et puis ensuite, le travail à froid, donc Stéphane a également montré en photographie, il a parlé de la danse des sabots. Ici, les feuilles sont déjà posées. C'est en fait, Turgan illustre la visite de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie à la manufacture de Saint-Gobain. Et donc, comme là, les matières premières sont en fait sont les mêmes que celles du verre à vitre, on a toujours le trio, mais elles sont un peu plus, elles reviennent plus chères car elles sont choisies et affinées avec plus de soin. On cherche en effet à avoir un verre le plus extra clair et à se détacher de l'oxyde de fer qui colore en vert la matière. Le verre en fusion déversé sur une table en métal est égalisé à l'aide d'un rouleau. La plaque de verre est ensuite directement placée dans un four de recuisson, souvent pendant plusieurs jours. La glace brute obtenue est une plaque épaisse, entre 11 et 17 mm, irrégulière et translucide, qui doit être longuement abrasée et polie mécaniquement. Elle perd environ la moitié de sa matière d'origine dans l'opération. Grâce à ces 2 faces rendues parfaitement parallèles et à la qualité de ses matières premières, la glace est le seul produit capable de garantir une vision nette et sans déformation. Quoiqu'elle soit essentiellement destinée à être transformée en miroir, elle se répand peu à peu comme vitrage de luxe, en particulier pour les devantures de boutique, avec une différence de prix entre glace et verre à vitre entre 1 et 5 à peu près. Et vous avez ici une gravure qui représente la grande halle du Palais de l'Industrie à l'exposition de Paris en 1855, avec dans son encadrement blanc la glace présentée par la manufacture de Saint-Gobain, qui n'est pas transformée en miroir et qui est donc juste une glace transparente. Alors le troisième produit dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le verre imprimé, une sorte d'hybride en fait entre ces produits hybrides qui prend de la fabrication du côté de la glace, mais dont les usages se rapprochent finalement plus du verre à vitre. Il est breveté en Angleterre plusieurs fois entre 1938 et 1947 par un Anglais, James Hartley, et sous le nom de Rolled Plate. C'est un verre coulé ou un verre imprimé. Et en fait, c'est une sorte de coulage rudimentaire où le verre est de composition banale. Il est versé sur une table métallique gravée ou imprimée par le passage d'un rouleau lamineur dont on peut varier le dessin. Donc vous avez ici une de ces tables. Après refroidissement, le verre est simplement coupé aux extrémités irrégulières. Il est parfois poli sur sa face non ornée. Le motif sert en fait à cacher les imperfections de la matière, les impuretés, les ondes et les bouillons. Et je vous montre ici alors un échantillon, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est un verre ramené par le professeur du conservatoire qui est membre du jury et participe donc à l'exposition londonienne de 1851. Et donc on a cet échantillon qu'il achète à ce moment-là et qui est en fait sur une face garnie de petits prismes et sur l'autre face donc qui a subi le passage du rouleau, et l'autre face étant, elle, est restée en contact avec la table métallique et un peu glacée. Et donc on a des fabrications, il est utilisé pour toutes sortes de vitrages. Mais j'ai choisi de vous montrer ici de grands vitraux qui sont réalisés vers 1860 par un peintre verrier, William Bell Scott, pour la décoration du Victoria and Albert Museum à Londres,
où il peint des figures à la grisaille et au jaune d'argent sur ce rolled plate de Hartley. Alors, c'est un produit qui va trouver de grands débouchés dans la construction métallique, en couverture pour les halles, les passages couverts, les lanternes de cage d'escalier, mais il peut aussi servir de paroi afin d'éclairer en second jour des arrière-boutiques, par exemple. Pour revenir à la mécanisation et à cette difficile mécanisation du soufflage, donc on revient du côté du verre à vitre. Là encore, ce matin, on a évoqué les nouveaux fours de fusion en continu qui se généralisent dans l'industrie du verre à vitre à partir des années 1890. Ils entraînent une profonde transformation des rythmes de travail, créent de grandes tensions sociales au moment où les lois sur le travail des enfants et le travail de nuit en France soulignent l'archaïsme des verreries. Le recours à l'air comprimé pour se passer de l'ouvrier qualifié, qui est le souffleur, qui est à la fois cher et revendicatif dans ces années, est exploré donc, pour la fabrication au moule des années 1830, mais il ne s'applique pas au verre à vitre avant, pas réellement, avant la découverte de l'américain Lubers. Et donc, je vous montre ici, en fait, le procédé Lubers, qui est développé par une société American Window Glass, utilise de l'air comprimé pour souffler et étirer des manchons géants entre 10 et 15 mètres de longueur sur 1,30 m de diamètre. Ceux-ci doivent être ensuite recuits et recoupés. Et les photos en noir et blanc que vous avez à côté de la belle couverture colorée de La Science et la Vie sont des photos que m'a transmis Saint-Gobain Archives et qui ont été prises à l'usine de Chalon-sur-Saône où Saint-Gobain a introduit ce procédé. Qui est opérationnel à partir de 1904 aux États-Unis, d'abord introduit en Europe par la société anglaise Pilkington, et puis par Saint-Gobain qui monte une usine donc en 1914, ce qui permettra quand même, lorsque la France et le nord de la France sera envahi, d'avoir encore un petit peu de verre à vitre, et qui fonctionnera jusqu'au début des années 30. Vous avez ici d'autres images, toujours donc de Chalon, qui montrent les difficultés en fait de manœuvrer ces immenses cylindres de verre dans l'espace usinier, et puis la recette où il faut malgré tout ensuite, après recuisson et aplanissage, couper des feuilles de verre bien. On a d'autres brevets qui vont explorer la piste plus prometteuse d'un étirage direct depuis le four de fusion, et Catherine Thomas nous a parlé de Fourcault. Ici, c'est une illustration qui est tirée de Le Verre et Verrerie de Jules-Henri Vaux. Alors, on a beaucoup parlé de Fourcault, mais il y a d'autres brevets et aussi un procédé qui est développé quasiment en même temps par William Colburn, un Américain. Tous les deux, en tout cas, choisissent d'amorcer la feuille dans le bassin de verre en fusion et d'intirer celle-ci dans une sorte de tunnel, qui assure donc le recuit. Donc, je ne reviens pas. Catherine, vous avez montré également différentes images. Ici, c'est encore des images de la nature où on voit la recette, le moment où l'ouvrier en haut de ce grand tunnel qui s'étire en hauteur sur à peu près 15 mètres va couper la feuille à la dimension donnée. Cependant, comme on l'a peut-être dit, le verre est malgré tout assez... subit une certaine détérioration due au frottement des rouleaux le long du puits d'étirage. Les pinces qui le guident, qui maintiennent la feuille, doivent être aussi coupées, et la qualité de ce verre est assez médiocre. Donc, mais pour les industriels de la glace, il apparaît néanmoins comme un concurrent possible, et il n'est pas...
il n'est pas négligeable de savoir que Fourcault avait aussi obtenu des financements avec la participation de la Convention internationale des glaceries, qui lui avait imposé comme contrepartie de s'engager à ne pas produire de verre à vide de plus de 4 mm d'épaisseur avant l'expiration de sa licence en 1930. Et je pense que l'une des images que tu as pu montrer, que Catherine Thomas nous a montré, était en fait un petit four d'essai aussi de Fourcault monté à la glacerie de Gemont, donc tout à fait près d'ici aussi. Donc le brevet de Fourcault donc, reposait sur une pièce maîtresse qu'on appelle la débiteuse, un cylindre une pièce en réfractaire qui flotte à la surface du bain de verre et qui, lorsqu'elle est plongée, fait jaillir ce bourrelet en fusion que l'on accroche à une amorce et qui va se refroidir immédiatement donc dans le tunnel. Vous avez ici en fait une image tirée de Scientific American et qui montre le procédé concurrent de William Colburn, qui lui réalise un étirage horizontal où la feuille est tout de suite, une fois dès sa formation donc dans le bain de verre, elle est pliée en quelque sorte sur un grand rouleau et passe par un canal où également elle se refroidit et se recuit. Le procédé donc de Irving Colburn est développé donc aux États-Unis par la Toledo Glass Company, qui est une entreprise verrière qui produisait surtout des machines automatiques pour la fabrication des bouteilles, mais qui va donc racheter les brevets de Colburn et développer son procédé en s'associant à un industriel du papier, Edward Libby, et donc elle devient Libby Owens Sheet Glass Company et elle va monter une usine à Charleston dès 1917. L'autre intervenant important dans cette histoire, c'est Henry Ford, et donc le procédé en fait va porter le nom des usines des entreprises qui l'ont développé, Libby Owens Ford, on l'appelle aussi LOF, et donc plusieurs usines sont montées en Europe et on a parlé de Mécaniver et des usines en Flandre qui vont en particulier développer ces procédés. Finalement, en 1929, c'est un troisième procédé que choisit la compagnie de Saint-Gobain en achetant la licence du procédé Pittsburgh au groupe américain Pittsburgh Plate Glass, qu'on a également aussi mentionné, et Saint-Gobain va assurer sa diffusion en Europe. Brevetée en 1921, cette machine n'utilise pas de débiteuse et aucune pièce donc, qui sera plongée dans le bain de verre en fusion, mais la feuille donc, qui s'est formée sans contact avec un élément réfractaire ou un rouleau à un poli au feu naturel qui la distingue des autres verres étirés, elle est de meilleure qualité. En variant la vitesse d'étirage des rouleaux, puisqu'il y a toujours un passage dans un canal de refroidissement, on peut obtenir donc des feuilles d'épaisseur variable. Pour la première fois, le verre à vitre se pose en concurrent de la glace, surtout pour une application dans un domaine qui prend, à partir des années 30, un marché de plus en plus important, le vitrage automobile. Alors, du côté des verres imprimés, l'amélioration importante est le double laminage, qui est breveté en Angleterre en 1890 et développé par la société Chance Brothers. La feuille de verre en fait va passer par deux paires de rouleaux successivement. La seconde paire étant d'un diamètre plus petit et elle permet de donner un dessin sur une ou deux faces, avoir une impression beaucoup mieux contrôlée et en fait on va donc avoir un produit dans une gamme extrêmement variée et je vous montre ici un extrait des catalogues voilà, qui sont largement diffusés. Et puis encore un petit échantillon de verre chenillé qui est daté de 1900, qui est produit avec cette machine à paire, la machine Chance voilà, à double laminage, donc qui provient de la verrerie à paire, une verrerie de la couronne parisienne, et alors vous ne le voyez pas tellement, mais qui est bien imprimé sur ces deux faces. J'aurais dû faire une photo de côté. Et puis
ici un espèce de répertoire en fait mis à disposition des peintres verriers qui est dans les collections du Vitromuseum de Romont en Suisse, en dépôt du Historisches Museum de Bâle, et qui montre ce que voilà, la gamme à la fois en faisant varier le type de rouleau, parfois même ces verres peuvent être percés comme les verres perforés, ou bien en utilisant évidemment du verre de couleur. Et là encore, Catherine Thomas nous a parlé ce matin des verres de couleur produits à roue. Voilà. Oups, alors je vais me dépêcher. Et juste un mot pour vous signaler aussi que ces verres, l'emploi de ces verres va culminée dans les grandes verrières monochromes des années 20, celle de Louis Barillet en rend compte, et je vous montre ici le petit salon de la Villa Noailles, construite par Robert Mallet Stevens, qui comportait sur une surface assez réduite pas moins de 32 modèles de verres différents. On peut également, avec ce système de double laminage, envisager d'insérer un grillage entre les couches de verre. C'est le verre armé, voilà, que vous voyez ici, qui a été développé. Mais surtout, en fait, on va pouvoir, en fait, avec cette innovation, en fait, les industriels de la glace vont également innover dans leur domaine propre, avec deux noms importants, le procédé Bichroux d'abord, que vous voyez ici en image, où on va chercher en fait à déverser l'ensemble d'un pot beaucoup plus grand, un pot géant, voilà, et le faire laminer ensuite par ce rouleau, et les grandes cisailles que vous voyez viennent les couper. Et puis ensuite, avec le travail et l'invention d'un ingénieur de Saint-Gobain, qui avait beaucoup travaillé à Saint-Gobain sur les verres imprimés, la mise au point de la coulée continue Boudin, voilà, il s'appelle Louis Boudin, et on peut obtenir en fait une glace polie avec beaucoup moins de déchets. Donc là on a plus du tout les traditionnels défauts. On peut utiliser en fait la glace produite et représente 40% de la quantité de verre qui a été fondue dans le creuset au lieu de 25% précédemment. Voilà. L'opération est toujours en semi-continu puisqu'on est toujours tributaire de la contenance d'un pot, même géant. Mais non, ça c'était Bichroux, pardon. Je me perds dans mes notes en essayant de synthétiser un petit peu. Voilà, donc en fait, là aussi, je vous montre ici des images qui proviennent encore des collections du musée. Ce sont c'est un modèle de la coulée continue Boudin, donc qui est commandé par le conservatoire à Saint-Gobain et qui représente pour eux leurs plus grandes innovations à l'époque. Voilà, donc ce qui arrive au musée, c'est commandé au moment où la section est refondue pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui va être installée dans les galeries juste après, vers 1947. Et en fait, c'est surtout avec l'arrivée de nouveaux réfractaires plus résistants et une meilleure compréhension des phénomènes de convection, de brassage à l'intérieur du four à bassin que les limites du procédé Bichroux sont réglées, et la feuille de glace va donc pouvoir être formée elle aussi avec un bassin et non plus un pot, même un pot énorme comme ceux du système Bichroux. Donc voilà. Le travail à froid, toujours nécessaire pour produire une belle glace, est amélioré avec l'arrivée du Doucy Poly continu acheté à Pilkington en 1924 et dont les premières lignes sont montées en 1935 à Saint-Gobain. Donc vous avez ici des images du Twin Doucy, qui va être même le procédé utilisé, perfectionné et utilisé dans les années 50. Et je vous montre d'autres images, des polisseuses du procédé Jusan à la glacerie de Chantraine. La glacerie de Chantraine qui est reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale et qui est un peu l'usine pilote
pour Saint-Gobain. Et c'est aussi là qu'en 1972, le 28 juillet, vous avez ici une image du premier ruban de verre flotté qui est installé, qui est coulé à Chantraine lors de l'inauguration du float. Donc pas le premier en Europe, puisqu'on a bien compris qu'il était en Belgique, mais quand même assez tôt. Et donc c'est aujourd'hui le procédé le plus couramment employé qui synthétise et réunit tous ces produits que l'on a pu distinguer, qui étaient autant de filières différentes. En moins de 3 décennies, le paysage verrier français s'est complètement renouvelé sous l'effet de cette mécanisation qui a touché aussi à tous les secteurs, parce qu'on parlera demain de la bouteille et du verre creux, mais qui va subir la même... Et pour terminer, juste pour dire que si dans les années 30, à partir des années 30, et puis surtout dans l'après-guerre, c'est la demande du marché automobile qui va pousser beaucoup l'impulsion donnée par les architectes, les théories hygiénistes qui cherchent à ouvrir toujours plus la paroi à l'air et au soleil, ont évidemment puissamment contribué à la diversification et la multiplication de ces produits. Voilà, je vous remercie. Merci.